And his first pitch was not great. Just a bit outside. Take the mound. This is first pitch. Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB français, hebdomadaire, qui revient. Nouvel épisode, et cet épisode, malheureusement, c'est tout seul. J'ai été abandonné par les copains, ouais, encore une fois. Mais c'est pas grave, j'ai plein de trucs à vous dire, et du coup, je vais essayer de faire un épisode assez dynamique, parce que quand on est tout seul, c'est jamais évident, et surtout, intéressant. Hein, ça pourrait être bien. Beaucoup de news aujourd'hui. Je vais pas faire de série de la semaine, je vais pas faire de classement parce que tout simplement je suis tout seul et que j'ai pas eu le temps de préparer tout ça, honnêtement. Et puis le fait d'être tout seul, il y a beaucoup de news cette semaine. Donc on va tout de suite commencer là-dessus. En premier, je vais vous parler des Padres et Humberto Cruz. Un prospect très prometteur des Padres qui s'est retrouvé dans une bien sale histoire. Parfois, la MLB commence par une signature, un bonus, une promesse, et parfois elle commence au milieu du désert de l'Arizona. Humberto Cruz, 19 ans, l'un des meilleurs prospects de San Diego Padres, un bras mexicain considéré comme l'un des futurs lanceurs importants de l'organisation. Un gamin qui a été signé en 2024 pour 750 millions de dollars. C'est le rêve classique, Monterrey, les Showcase, les Scouts MLB, l'Arizona Complex League, puis peut-être un jour le Petco Park, sauf qu'en octobre dernier, tout a déraillé. À la frontière, il se fait contrôler avec son BMW immatriculé au Mexique, près de Lukeville, en Arizona, d'abord avec un seul occupant. Puis 1 heure plus tard, avec plusieurs passagers. Les agents trouvent ça étrange et ils stoppent le véhicule. Au volant, Humberto Cruz. À l'arrière, 2 migrants mexicains entrés illégalement sur le territoire américain. Et là, le récit bascule totalement hors du baseball. Selon les documents fédéraux, Cruz explique avoir répondu à une annonce sur les réseaux sociaux proposant de l'argent facile, $1,000 par personne transportée. Des coordonnées GPS envoyées par téléphone, un trajet prévu jusqu'à Tucson, puis Phoenix. Et surtout cette phrase, après les avoir récupérés, ils savaient qu'ils étaient illégaux. Résultat, accusation fédérale, transport de migrants illégaux à but lucratif, un crime pouvant théoriquement mener à 10 ans de prison. Bon, finalement, Cruz va accepter un accord, il plaide coupable pour une charge mineure. 30 jours de prison avec un temps déjà effectué, mais surtout une conséquence presque automatique, l'expulsion. Et c'est probablement ça le plus fou dans cette histoire, parce qu'à ce moment-là, Humberto Cruz n'est pas juste un type arrêté, c'est un prospect MLB, un des 5 meilleurs espoirs des Padres selon plusieurs classements. Même blessé, même après une chirurgie du coude, les scouts voient encore chez lui un potentiel de starter de rotation. Mais aujourd'hui, il s'est auto-expulsé vers le Mexique. Il est sur la restricted list. Et la vraie question n'est plus sportive, elle est plutôt, est-ce qu'on va seulement pouvoir le voir revenir un jour sur le territoire américain ? Parce qu'en MLB moderne, le talent ne suffit plus toujours, il faut aussi des visas, des autorisations, une situation administrative parfaite. Et toute cette histoire raconte aussi quelque chose de plus grand, la fragilité énorme des prospects internationaux, des gamins parfois mineurs, loin de chez eux, avec de l'argent très tôt. Des entourages variables et parfois une décision catastrophique qui détruit tout. Humberto Cruz avait peut-être l'avenir d'un starter MLB. Aujourd'hui, il est devenu une sorte de prospect fantôme. Toujours dans le système des Padres, mais bloqué hors des États-Unis. Et honnêtement, c'est une histoire des plus surréalistes qu'on a depuis le début de la saison. Et voilà pour Humberto Cruz. Parlons d'autre chose. Une news qui vient de tomber en parlant de lanceurs. Pendant sa rehab, notre ami Edwin Diaz a été pris sur des paris illégaux, sur des du cockfighting. Alors, rassurez-vous, on parle bien de coq, le mâle de la poule, et pas d'autre chose. Moi, sur le coup, j'ai pensé à autre chose, mais ça doit être un manque.
Enfin bref, ceci dit, la grosse actu de la semaine, c'était la MLB qui entre dans une zone de turbulence. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu la première réunion entre la MLB et la MLBPA. Et ça sent fortement le lockout en 2027. La MLB n'a probablement jamais été aussi populaire depuis 20 ans. Les stades sont pleins, les audiences explosent, les règles récentes fonctionnent, la pitch clock a relancé un rythme, l'ABS Challenge System plaît aux fans, Shohei Ohtani est devenu une superstar mondiale et les jeunes stars arrivent plus vite, plus fortes, plus spectaculaires que jamais. Bref, le baseball est en train de réussir sa renaissance. Sauf en Europe, je le rappelle. Et pourtant, cette semaine, en à peine 45 minutes, on est passé de des négociations commencent à ça sent déjà le lockout. Parce que la dernière vitrine brillante, parce que derrière la vitrine brillante, il y a la guerre froide MLB qui commence. Et cette semaine, les propriétaires et le syndicat des joueurs ont officiellement lancé les discussions pour le prochain CBA. Et immédiatement, le mot interdit est arrivé, salary cap, plafond salarial, l'ennemi historique du syndicat des joueurs. Et là, on parle potentiellement d'un gros conflit social plus gros que celui de 1994. Pourquoi? Parce que les propriétaires veulent probablement un système NBA-NFL, salary cap, mais aussi salary floor. En gros, empêcher les Los Angeles Dodgers ou les New York Mets de monter à 350-400 millions de dollars de payroll, mais aussi forcer les petits marchés à dépenser davantage. Et honnêtement, sur le papier, beaucoup de fans trouvent ça logique. Quand les Dodgers dépensent 5 fois plus que les Miami Marlins, ça pose forcément des questions sur l'équité. Sauf que côté des joueurs, c'est une ligne rouge absolue. Parce que pour eux, c'est pas la limite artificielle des salaires qui fait la compétitivité des équipes. C'est aussi ce que vont mettre, et encore une fois, on le répète, toutes les équipes sont soumises à la même règle, et donc rien n'empêche une équipe de faire comme les Dodgers. Bref. Et puis l'histoire du baseball est construite précisément contre ça, le salaire minimum. Et le plafond de salaire, pardon. Le syndicat des joueurs de la MLBPA est historiquement le plus puissant du sport américain. Depuis les années 70, il s'est battu pour empêcher les propriétaires de contrôler le marché des joueurs. Et le traumatisme de 1994 est encore partout, et chez moi bien ancré. Cette grève-là, ça a détruit les World Series, c'est 232 jours de conflit, une catastrophe en termes d'image, et devinez quoi, le salary cap était déjà au centre du conflit. Sauf qu'aujourd'hui, le timing est presque absurde. Parce que la MLB est dans une forme exceptionnelle. Les revenus dépassent les 12 milliards, les audiences nationales explosent, le streaming MLB TV grimpe, les joueurs stars cartonnent, même les petits marchés deviennent compétitifs. Cette année, on voit des Cleveland Guardians, des Tampa Bay Rays, des Athletics qui sont devant, malgré des modestes payrolls. Et pendant ce temps-là, les New York Mets ont un payroll monstrueux et galèrent. Et même certains anciens dirigeants commencent à dire « est-ce qu'un lockout vaut vraiment le coup ?» Et là où ça devient intéressant, c'est que ça pourrait déjà influencer la trade deadline de 2026. Et oui, dès juillet. Parce que en coulisses, comment on va faire si on veut signer un joueur, sachant qu'il y a une potentielle trade deadline. Les joueurs aussi pas bêtes, trade deadline, pardon, lockout. Les joueurs aussi pas bêtes. Si un lockout et un changement de règles, il faut commencer à sécuriser des contrats. Donc ça va être un enfer, cette trade deadline à partir du All-Star Break, et on va bien s'amuser et on aura beaucoup de choses à dire. Les front office savent une chose, s'il y a un lockout qui arrive en décembre, tout le marché sera gelé. Plus de signatures, plus de trade, plus de free agency. D'où cette importance de la trade deadline en juillet. Donc certaines équipes vont pouvoir être agressives dès cet été, sécuriser leurs stars avant le chaos, ou au contraire éviter les gros engagements financiers avant un possible nouveau système économique. Et surtout, les joueurs eux-mêmes savent qu'un changement de règle pourrait bouleverser complètement leur future valeur marchande. C'est ce que je disais un instant. Donc cette trade deadline pourrait devenir incroyablement nerveuse. Mais au fond, le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que personne ne semble réellement vouloir ce conflit. Les propriétaires savent qu'un arrêt pourrait casser la dynamique actuelle. Les joueurs savent que les fans ont beaucoup moins de patience qu'en 1994. Et oui, on est ultra connecté, on a besoin de tout de suite. Il n'y a plus qu'à ouvrir son téléphone pour avoir accès à tout. Et là, ça va être compliqué parce que on est sur Netflix, sur TikTok. Il y a la NBA et la NFL qui occupent aussi l'espace. Le baseball ne peut pas se permettre de disparaître plusieurs mois.
peut-être une solution, le Banana Ball, je vous le conseille. J'ai regardé hier, c'était génial. Hier, avant-hier, un truc de ouf. Bref, peu importe. Le problème, dans les négociations sociales, personne ne veut être le premier à reculer. Et donc la MLB avance peut-être vers le scénario le plus dangereux possible, un lockout que personne ne veut. Mais que tout le monde prépare déjà. Eh oui. Bon. Au chapitre, par contre, des mauvaises nouvelles, on a appris la disparition de Bobby Cox et Ted Turner, deux légendes des Braves, qui s'en vont presque ensemble. Une page immense du baseball américain s'est tournée. À quelques jours d'intervalle, Bobby Cox et Ted Turner nous ont quittés. Et honnêtement, pour toute une génération de fans comme moi, qui ont découvert la MLB dans les années 90, c'est impossible de ne pas avoir un petit pincement au cœur. Parce que Bobby Cox, c'était pas juste un manager, c'était les Atlanta Braves, une équipe qui roulait surtout au milieu des années 90. Et moi, c'est ma première World Series, Indians Braves, et waouh, j'ai que des bons souvenirs de ce match-là, même si j'étais pour les Indians, j'ai toujours eu un petit coup de cœur aussi pour les Braves depuis ce temps-là. Le chef d'orchestre d'une dynastie, Maddox, Glavine, Schmaltz, bon, il a été expulsé 141 fois, mais il était adoré de ses joueurs. C'était un manager à l'ancienne, explosif avec les arbitres, mais profondément humain en interne. Les témoignages racontent tous la même chose. Bobby connaissait les noms des employés du clubhouse, des intendants, du personnel du stade. Pour lui, personne n'était petit dans une organisation. Et les Braves lui rendent hommage toute la saison avec son numéro 6 brodé à l'arrière des casquettes. Il y a aussi cette histoire incroyable racontée cette semaine. En 2019, alors qu'il signait des balles, Bobby Cox fait un AVC. Les stylos tombent, les balles roulent au sol, et malgré ça, il réussit à ramper jusqu'à chez ses voisins pour appeler de l'aide. Le dernier autographe qu'il n'a jamais signé date de ce moment-là. Et à côté de lui, donc, disparaît aussi Ted Turner, peut-être moins connu des jeunes fans, mais sans qui les Braves ne seraient jamais devenus The America's Team, parce que Turner, via TBS, a formé une franchise régionale en équipe nationale. Dans les années 80-90, même au fin fond du Montana, tu pouvais regarder les Braves à la télévision. Et pour beaucoup d'Européens aussi, les Braves de TBS, c'était souvent la porte d'entrée vers la MLB, et je m'en rappelle bien. Finalement, ces deux hommes représentent deux faces d'une même époque. Turner a construit la vitrine, Cox a construit l'âme du baseball. Et forcément, quand on a connu les World Series 1995, les Braves des années 90, c'était une rotation mythique, une équipe qui roulait sur tout. Ça remue énormément de souvenirs. En tout cas, pour moi, oui, les affrontements Braves-Indians, c'était quand même quelque chose. Bon. Sinon, pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et oui, Anthony Volpe est de retour chez les New York Yankees. Et déjà, une erreur au premier match. Première balle, une erreur. Il est encore meilleur que moi. Alors, attention, il n'a pas tout détruit en AAA. Hein. Il n'est pas devenu Derek Jeter pendant sa rehab. Hein. Non, c'est juste que José Caballero s'est fracturé un doigt sur un slide. Et donc, les Yankees rappellent Volpe. Une semaine après l'avoir envoyé en minor, alors qu'il était leur shortstop titulaire depuis 3 ans. Le plus Yankee possible comme situation. Et le pire, c'est Aaron Boone a déjà précisé que quand Caballero reviendra, il récupérera son poste. Donc là, officiellement, Volpe revient, mais en CDD. Et pourtant, ça reste fascinant parce qu'on parle d'un ancien top prospect, un Gold Glove, oui, parce que sa défense était pas si mal au final, un titulaire à New York pendant 3 saisons, mais une batte en plastique, en mousse. Voilà. Et c'est tout pour cette petite brève. Ah oui, autre petite chose. Petit malaise côté Phillies. Alec Bohm, le 3e base, est toujours en plein conflit judiciaire contre ses propres parents. Oui, on en est là. Bohm accuse sa famille d'avoir mal géré ses finances via plusieurs sociétés créées au début de sa carrière MLB. Lui parle de transfert d'argent discutable et réclame plusieurs millions de dollars. Ses parents répondent que tout était transparent, qu'ils ont passé des années à gérer sa vie pendant qu'il se concentrait uniquement sur le baseball et surtout que toute l'affaire devrait être
arbitré en Floride, pas en Pennsylvanie. Et plus les documents sortent, plus ça devient triste. On parle de messages familiaux, de gestion de foyer, de contrats avec Panini, Fanatics, de comptes bancaires, et même maintenant d'une demande de rémunération rétroactive à $50 de l'heure pour le travail effectué par ses parents. Bref, on est loin du baseball. Et forcément, c'était le Mother's Day le week-end dernier, et Alec Bohm a décidé de ne pas porter de rose pour l'occasion. Vu le contexte, on comprend. Pendant ce temps-là, à Seattle, Kyle Raleigh était redevenu humain. Oui, l'homme qui a frappé 60 home runs l'année dernière, le finaliste MVP, finaliste MVP, le catcheur nucléaire, probablement le power hitter le plus terrifiant de 2025, qui vient de traverser un magnifique 0 en 36 at-bats, 0,8 en 36 at-bats, qui a enfin mis fin à cette série. Mais c'est reblessé 2 jours plus tard. Ouais, même Jason Giambi n'avait pas fait ça. Bon, moi j'ai un gros what if, c'est ce titre de MVP. Je l'avais dit déjà. Je reviens dessus, même si j'ai pas trop envie. Enfin, bref, si le sujet est délicat, mais Aaron Judge va encore sans doute avoir le titre de MVP cette année. Presque aucun doute là-dessus. Et c'est là où j'en viens sur des titres de carrière et des saisons exceptionnelles. Et ce qu'a fait Kyle Raleigh l'année dernière était une saison exceptionnelle, qui méritait sans doute le titre de MVP. Parce que je pense que jamais plus il fera une telle saison. Il fera encore des saisons, bonnes saisons, mais pas d'aussi bonnes que celle-là. C'est fou, hein, mais il n'est pas volé le titre de MVP de d'Aaron Judge. Il n'aurait pas été volé si Kyle Raleigh l'aurait eu l'année dernière. Mais je pense que Aaron Judge, on a encore une paire qui l'attend. Et malheureusement pour Kyle Raleigh, je crois que c'était une seule occasion. Mais bon, c'est comme ça, c'est le baseball, c'est le sport de manière générale. Voilà, difficile. Bon, et puis avant ce slump, il venait de sortir quand même une semaine de 5 home runs. Et tout à coup, il a perdu son timing, sa confiance, fatigue mentale. C'était pas un réel effondrement parce qu'en défense, il assurait, mais c'était difficile. Bon, il a tapé son hit mercredi soir et s'est blessé ce matin, visiblement, enfin dans la nuit. Il s'est blessé dans la nuit. Là, j'enregistre le vendredi, donc voilà. Ah, et autre news, une autre figure bien connue. Décidément, on parle que de prison et de trucs, machin, qui vont pas. Oui, Yasiel Puig pourrait passer par la case prison. Ancien phénomène des Los Angeles Dodgers. Il risque jusqu'à 18 mois de prison après sa condamnation pour obstruction à la justice et mensonge à des enquêteurs fédéraux. L'affaire remonte à une enquête en cours autour de réseaux de paris sportifs illégaux. J'espère qu'il faisait pas du cockfighting aussi, parce que là, j'ai des images bizarres en tête. Puig n'était pas accusé d'avoir organisé les paris, mais d'avoir menti aux enquêteurs pendant un entretien de 2022. Le parquet estime qu'il n'a montré aucun remords et demande une peine ferme plus 3 ans de liberté conditionnelle. La défense, elle plaide la probation, expliquant que Puig a déjà payé un énorme prix. Sa carrière est détruite, sa réputation ruinée et des conséquences financières énormes. Le verdict final y tombera le 26 mai à Los Angeles. Et honnêtement, quand on se rappelle du Wild Horses qui électrisait Dodger Stadium ou Uniqlo Stadium au début des années 2010, ça fait quand même un peu un drôle de crépuscule. Bref, enfin, on a les Tampa Bay Rays qui ont peut-être trouvé leur futur foyer. La franchise et les autorités locales de Tampa ont trouvé un accord de principe pour un nouveau stade à 2,3 milliards de dollars, financé à la fois par des fonds publics et privés. Le projet serait construit près du complexe d'entraînement des New York Yankees et du stade des Buccaneers, l'équipe NFL de Tampa Bay, avec l'objectif d'ouvrir d'ici environ 3 ans. Après des années d'incertitude autour du Tropicana Field et l'échec du précédent projet à Saint-Pétersbourg, les Rays semblent enfin se rapprocher du vrai Forever Home.
Et n'oubliez pas, ce week-end, cette semaine, ça commence, c'est le retour des Rivalry Week en MLB. Seulement la 2e édition, mais clairement une idée que la Ligue veut pousser très fort. Et moi, j'aime bien ce concept, et il faut commencer à rajouter des trophées un peu plus, pas que seulement que la Vader Cup. Il en faut plein. Ça a marché plutôt pas mal l'année dernière, et on a quelques affiches qui promettent, notamment des Subway Series où Holmes va le lancer pour la première fois contre les Yankees et Schlitter la première fois contre les Mets. Ensuite, on a la Freeway Series entre les Dodgers et les Angels. Les Angels qui marchent pas mal, même si cette semaine, ils ont perdu leur série contre les Guardians. Une série qui était pas trop mal à regarder au final. Les Cubs contre les White Sox. Les White Sox qui, avec Murakami, peut-être vont arriver avec une équipe enfin compétitive face aux Cubs. Et peut-être que cette année, on aura un vrai duel du Windy City, de Lone Star. Et oui, les Astros contre les Rangers, mais là, ouais, bon, j'essaie de vous vendre l'affiche, mais c'est difficile. Entre Corey Seager qui est dans un slump mémorable et les Astros qui mettent pas un pied devant l'autre, voilà. Et puis, bien sûr, la Vader Cup qui a déjà commencé, les Mariners face aux Padres. Bref, ça va être intéressant. Moi, je me dis, je vais passer une bonne petite semaine. Ah oui, on a aussi Paul Skeens contre les Phillies. Et oui, les Phillies qui reviennent bien avec le duo père-fils, Mattingly. Donc à voir, ça peut être intéressant. Donc voilà, un week-end, certes, très marketing MLB, mais franchement, qui a l'air plutôt fun à suivre. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui cet épisode. J'espère que je suis pas allé trop vite, que vous avez pu prendre des notes. J'ai encore plein de trucs, plein de news et tout, mais l'actualité a été riche cette semaine. J'aurais aimé être avec mes collègues pour pouvoir débriefer tout ça, mais ils sont pas là. Donc vous pouvez débriefer avec moi dans votre voiture, quand vous êtes en train d'écouter, bref, peu importe, où que vous soyez. Aux toilettes, en train de manger, jamais les deux en même temps, bien entendu, vous savez, hein, l'hygiène c'est primordial. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire, n'hésitez pas à liker, partager, etc. et nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Nous partager, bien sûr, on est sur toutes les plateformes d'écoute, donc il ne faut pas hésiter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon appétit, un caca, pas les deux en même temps, bien entendu. L'hygiène c'est primordial. Et plus qu'à vous dire un joyeux Noël et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.